Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des kératoconjonctivites chez le chat et j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Davy Biancamaria ce soir. Bonjour Davy. Bonsoir Bertrand, très content de te retrouver. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Alors toi, Davy, tu es diplômé de l'école de Toulouse. Rapidement, tu as passé un CES d'ophtalmologie et tu as développé ton activité en ophtalmologie jusqu'à devenir praticien exclusif il y a quelques années. Tu exerces en périphérie de la région lyonnaise entre deux structures, la clinique des Cerisiaux à Saint-Priest et la clinique de Croix-Blanche au péage de Roussillon. Je crois que tu apprécies particulièrement la microchirurgie et aussi la balade en montagne, surtout quand ça se passe en Corse. Voilà, quand on a l'occasion de rentrer chez soi et de travailler aussi un peu là-bas, mais de manière exceptionnelle. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de te lancer vraiment dans ce domaine qu'est l'ophtalmologie à fond ? En sortant de l'école, j'ai eu la chance de m'associer très tôt, ce que je regrette absolument pas, et j'ai eu la sensation assez rapidement d'avoir fait un peu le tour de ce que m'offrait cette pratique généraliste, et pour retrouver de l'attrait, de l'intérêt pour ma pratique, j'étais content d'avoir une discipline vers laquelle me tourner, une discipline qui a le mérite d'être très pragmatique, très visuelle si j'ose dire. On peut voir ce qu'on fait, on peut le montrer facilement aux gens, illustrer, montrer ce qu'on fait, vulgariser, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'objet de notre podcast ce soir également. Je trouve que ça a beaucoup de valeur de faire ce genre de choses, et c'était une discipline qui avait aussi un grand mérite, c'est qu'il y avait de gros aspects pratiques et chirurgicaux dedans, et je trouvais extrêmement intéressant de travailler également avec ses mains. C'est vraiment une discipline, moi je trouve très complète, qui associe plein de méthodes, parce qu'on est à la fois médecin, imageur, chirurgien, et je trouve que c'est quand même hyper intéressant. C'est votre chien, Doc. Einstein, c'est comme ça que vous appelez votre chien en 1985. Aujourd'hui, on va parler des conjonctivites, des kératoconjonctivites. Est-ce que tu peux expliquer, puisqu'il y a certains auditeurs qui sont des propriétaires d'animaux, qu'est-ce que c'est qu'une conjonctivite ? Alors, déjà, une première chose, c'est la conjonctive. C'est la surface qui recouvre la face interne des paupières, et également qui recouvre le blanc de l'œil, entre guillemets. C'est une surface qui a des rôles mécaniques, elle est souple, elle est mobile. Ses caractéristiques vont avoir des intérêts particuliers. L'altération de ces caractéristiques également va avoir des conséquences. Et c'est également une surface qui a des sécrétions, donc notamment des substances qui vont participer à la composition des larmes et assurer leur qualité. Une conjonctivite, ça va être l'inflammation de cette conjonctive pour de nombreuses raisons différentes, et toutes les inflammations de cette conjonctive vont altérer justement ses qualités mécaniques, mais également toutes les sécrétions, toutes les synthèses à laquelle elle participe. Et quand on est un propriétaire, ou même un vétérinaire, quels sont les symptômes extérieurs qui vont permettre de suspecter une conjonctivite chez un animal ? Alors, ça va être toutes les manifestations douloureuses habituelles qu'on peut avoir au niveau de l'œil. Donc ça peut être un larmoiement, que ce soit un écoulement liquide, translucide ou coloré. Ça peut être aussi quelque chose de plus épais, du mucus, qui peut prendre différentes couleurs, différentes consistances. Ça peut être également un spasme, c'est-à-dire une fermeture partielle, un clignement de la paupière intermittent, et on peut avoir évidemment une rougeur, un gonflement. Le gonflement de la conjonctive chez le chat peut être extrêmement spectaculaire. Le chémosis, donc qui est le gonflement, l'œdème de cette conjonctive, chez le chat peut être tellement massif qu'il masque totalement l'œil et il perturbe l'examen justement de la surface oculaire, ce qui est une particularité de l'espèce. Et est-ce que ces symptômes peuvent pas être confondus ou communs avec d'autres pathologies, d'autres entités, et on risque de se tromper par moment ?
Oui, c'est tout le problème de l'ophtalmologie, c'est que tous les phénomènes douloureux vont se manifester plus ou moins de la même manière, vont être exprimés plus ou moins de la même façon par le chat en particulier. Et du coup, l'éventail des causes est tellement large que ce sera difficile de trier ce genre de choses sans examiner le patient en vrai. C'est pour ça que quand on nous demande de trier, de donner un conseil par téléphone, par mail par exemple, c'est souvent difficile de répondre par l'affirmative. On est obligé de dire aux gens, j'ai des pistes, mais je vais devoir les confirmer en examinant votre animal pour de vrai. Toutes les inflammations, toutes les douleurs de la cornée, par exemple, toutes les douleurs intraoculaires vont pouvoir donner les mêmes symptômes, plus ou moins. Et si tu avais un seul conseil à donner aux propriétaires d'animaux, ce serait quoi au sujet de ces inflammations de la conjonctive? Alors, il faut bien garder à l'esprit que nos animaux de compagnie montrent très peu leur douleur oculaire. Ils la manifestent très peu. Ils ne font pas de cinéma. Donc, toutes les manifestations douloureuses sur l'œil doivent être prises au sérieux. C'est jamais parce que notre animal est trop douillet. Et on ne prend pas de risque. On n'automédique pas un œil. C'est une prise de risque énorme. On peut faire de grosses bêtises. On n'automédique pas avec le médicament qui a bien fonctionné la fois précédente ou qui a bien fonctionné sur un autre animal de la maison. On se contente de rincer, de nettoyer avec un produit de rinçage ordinaire. Et ensuite, tranquillement, on téléphone et on prend rendez-vous pour faire le point et ne pas faire de bêtises. Est-ce qu'il vaut mieux consulter directement un vétérinaire qui pratique en ophtalmologie, ou est-ce que les vétérinaires généralistes traitent ce genre de problème eux-mêmes? Alors, dans ce genre de situation, il est normal de commencer par consulter son vétérinaire généraliste, son vétérinaire habituel, qui la plupart du temps va pouvoir résoudre le problème, ou tout du moins trier s'il y a un caractère urgent, s'il y a un caractère suffisamment sérieux pour nécessiter d'aller plus loin. Et il faut systématiquement, sauf pour une conjonctivite notamment, pour des signes de douleur de la conjonctive, il est totalement logique de commencer par son vétérinaire traitant, qui ensuite sera adressé à quelqu'un de plus équipé si nécessaire. Et est-ce que le tableau clinique que va présenter l'animal permet, je dirais, systématiquement, ou est-ce qu'il y a des éléments qui permettent l'identification plus précise de l'agent infectieux responsable de l'infection lorsqu'un vétérinaire va examiner un chat atteint de conjonctivite? Voilà. Alors, c'est pas le cas dans toutes les espèces, mais chez le chat, la plupart du temps, les conjonctivites sont infectieuses. Et dans la plupart des cas, chez le chat, l'aspect clinique, les signes cliniques qu'on va pouvoir observer directement, permettent d'avoir soit une certitude, soit une très forte suspicion concernant la cause infectieuse. Et notamment, on va pouvoir les différencier la plupart du temps juste avec les éléments cliniques que nous offre notre chat. Et on ne sera pas forcément obligé d'aller faire des examens complémentaires. Le vétérinaire! Non! Non, 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 non! C'est pas cool! Tu m'as piégé! Et tu me parlais donc des différents agents. Il y a beaucoup d'agents qui peuvent être responsables de conjonctivite féline? Alors finalement, ils sont pas si nombreux que ça. En tout cas, en Europe, on a essentiellement un virus qui est une source de problèmes et une source de consultations extrêmement fréquente, voire quotidienne pour nous. C'est l'herpès virus félin. Donc cet herpès félin, il ressemble un petit peu à nos herpès humains. Il a plusieurs particularités. Il ne concerne que les chats. Il se transmettra pas à l'homme, il se transmettra pas aux autres espèces que vous êtes susceptibles d'héberger à la maison. Et exactement comme chez nous, il va avoir des particularités dans son traitement, dans la manière de laquelle il se distribue dans le corps. Et ensuite, on a des causes bactériennes. Alors principalement, on a 2 bactéries chez le chat qu'on a l'habitude de rencontrer. La première, c'est une chlamydia, qui est une bactérie qui a un tropisme pour de nombreuses muqueuses, notamment pour l'appareil urogénital chez l'homme et chez le chat également, on en reparlera. Et les mycoplasmes, qui sont des bactéries qu'on trouve également sur la conjonctive du chat, qui ont quelques particularités anatomiques. Notamment, ce sont des bactéries qui ont la particularité de ne pas avoir de parois, ce qui va avoir un impact sur le choix des médicaments pour les traiter. Au niveau des virus, souvent il y a des laboratoires qui proposent des panels de recherche lors de conjonctivite et qui intègrent le calicivirus. C'est quoi ton opinion sur le rôle ou l'impact du calicivirus sur les conjonctivites félines? Alors, a priori, il semblerait très faible. Je pense que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une conjonctivite féline sur laquelle je me suis dit
il y a un rôle important du calicivirus, il faut que je me pose des questions sur ce virus-là. C'est un virus qui est fréquent chez le chat, qui, un peu comme l'herpès, est l'objet d'un portage chronique par la plupart des chats. Il fait plutôt des lésions dans la sphère buccale, des gingivites qui sont parfois très très sévères et très invalidantes, parfois des rhinites. Mais voilà, on peut en retrouver de temps en temps a priori sur la conjonctive, mais sur des PCR et c'est peut-être un peu par hasard. On n'est pas sûr de son impact et on n'est pas sûr des mécanismes qui pourraient engendrer des conjonctivites à partir de celui-ci. Voilà. Mais il n'y a pas de certitude vraiment évidente là-dessus. Rechercher un calicivirus félin quand on explore une conjonctivite, ça semble un peu abusif aujourd'hui, par exemple. Mais les laboratoires le proposent tout de même. On parle du diagnostic. Toi, lorsque tu vas examiner ces animaux-là, quelles sont les armes et quels sont les examens, les analyses qu'on peut utiliser pour affiner le diagnostic? Alors, la première arme, et c'est la base de la médecine, c'est le sens clinique. C'est-à-dire qu'avant de lancer des examens, quels qu'ils soient, on est censé examiner correctement son patient. On est censé tirer un maximum d'enseignements et d'informations de cet examen clinique. Et assez souvent, comme je le disais tout à l'heure, dans ce genre de situation, dans les conjonctivites félines, cet examen clinique suffit parce que les lésions sont généralement assez caractéristiques d'une cause ou de l'autre. Si on a un doute, il n'est pas interdit de faire des examens dans un second temps. Certains examens sont simples et se font de manière immédiate au chevet du patient. On peut très bien faire une simple cytologie, donc un frottis conjonctival, ça prend 5 minutes, ça se fait dans la foulée de la consultation. On peut trouver dans certains cas des cellules anormales, c'est le cas dans les infections par l'herpès. On va trouver certaines populations de globules blancs qu'on retrouvera pas dans les infections bactériennes, où on trouvera d'autres populations de globules blancs. Et dans nos infections bactériennes, on pourra trouver des bactéries elles-mêmes directement, donc les mycoplasmes qui sont des petites bactéries qu'on retrouve à la surface des cellules de la conjonctive, et les chlamydia parfois, alors on les trouve pas forcément toujours parce que elles sont assez rares, mais on voit des petites pelotes dans le cytoplasme des cellules de l'épithélium, de la surface de notre conjonctive. Quand on les trouve, on est très content parce qu'on a une certitude, on est très content de les montrer également aux gens parce que ce sont des examens qui sont faciles à montrer en consultation également. Et si vraiment on a toujours un doute et qu'on a besoin d'aller plus loin, il existe des examens qu'on envoie à des laboratoires extérieurs. On parlait de la PCR tout à l'heure, qui permet de rechercher de l'ADN de virus, de l'ADN de bactéries, et qui là aussi peut avoir des limites. Par exemple, dans les infections par l'herpès virus, l'excrétion du virus à la surface est pas continue, c'est-à-dire qu'il y a du virus qui est fabriqué par phase, et on peut très bien avoir une infection, une lésion de la conjonctive qui est caractéristique d'une infection par l'herpès virus, et pourtant ne pas trouver de virus dans le prélèvement, ce qui peut être frustrant, et ce qui peut entraîner des fois des confusions, des incompréhensions avec le propriétaire. C'est pas parce qu'un examen est positif ou négatif sur le papier que ça va forcément nous donner une certitude. Là aussi, c'est un examen complémentaire. Il faut toujours le rapporter à ce qu'on observe sur le plan clinique. Voilà. Dans certains cas, on peut également faire des cultures bactériennes. C'est plus rare sur ces bactéries-là. Et voilà, le gros enjeu, c'est moi, je veux bien qu'on fasse des PCR. C'est souvent une question que nous posent nos référents. Maintenant, il faut être en mesure de l'interpréter avec prudence. Ouais, effectivement. Moi, je te rejoins complètement. En plus, ce sont des résultats qui sont à pondérer aussi. Alors nous, dans notre activité exclusive en ophtalmologie, on est souvent confronté à des animaux qui en plus ont déjà reçu des traitements. Bien sûr. Et ces traitements peuvent altérer en plus le résultat. Alors moi, j'utilise depuis quelques mois maintenant une machine, des petites machines de PCR à la clinique. Bon, pas forcément, c'est pas des résultats quantitatifs ou semi-quantitatifs, mais qui présentent un gros intérêt. C'est de permettre de confirmer un diagnostic rapidement, en moins d'une demi-heure, et je trouve que c'est assez génial. Est-ce que tu connais ces machines? Est-ce que tu en as entendu parler? Alors, j'ai pas eu l'occasion de les manipuler. Là aussi, il peut y avoir des limites, évidemment, en termes de sensibilité de ces machines,
puisqu'elles seront peut-être pas capables de détecter d'aussi petites quantités d'ADN que ce qu'on peut réussir à amplifier et à l'identifier en laboratoire extérieur. Néanmoins, l'immédiateté ou la quasi-immédiateté du résultat est quelque chose de séduisant, puisque on fait de l'ophtalmologie, c'est une discipline aussi où on aime bien voir des résultats et des résultats d'examen et des actions rapides. On n'aime pas attendre des jours comme dans d'autres disciplines où il n'y a malheureusement pas le choix. Et c'est vrai que attendre un examen pendant 5 jours, 8 jours, c'est quelque chose qui est assez déplaisant en ophtalmo. C'est sûr. Surtout quand on a un animal en face qui peut être en souffrance et un propriétaire qui se montre des fois impatient. C'est pas pour les petits chiens là-dedans, il était fixe. Attends-nous ici. Au niveau de la prise en charge, justement, y a pas mal de signes cliniques, je trouve, dans ces conjonctivites et aussi surtout dans les kératites herpétiques qu'il faut souligner, je pense aussi. Et il y a les anglo-saxons de manière générale sont assez ingénieux, je trouve. Ils font très peu de PCR. Et moi, j'ai un souvenir de cours en fait qu'on a eu en Caroline du Nord où ils nous disaient simplement que là-bas, ils considéraient que rougeur égale herpès et que quand c'est gonflé, c'est bactérien. Est-ce que tu rejoins cette opinion ? Alors oui, il y a un certain nombre de dichotomies justement entre les infections virales et bactériennes qui font que très souvent, comme on le disait, on peut se passer des examens complémentaires. Donc une conjonctive très rouge est généralement plus évocatrice d'une infection virale, et une conjonctive qui a un très fort chémosis, c'est-à-dire qui n'est pas une inflammation, qui est un gonflement de la conjonctive, sans rougeur souvent, parfois une conjonctive qui est très rose pâle, c'est plutôt en faveur d'une chlamydiose par exemple. De la même manière, les lésions cornéennes dans les infections bactériennes dont nous parlons sont quasi nulles. Quand on a des lésions de la cornée, en général, elles sont liées au virus de l'herpès. Et quelle thérapeutique, toi, tu vas pouvoir utiliser ? Souvent, les vétérinaires, moi, me demandent beaucoup de recettes. Quelles sont les méthodes ? Est-ce qu'on traite en local, par voie générale ? Lorsque tu as des affections bactériennes ou supposées bactériennes, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à utiliser comme molécule en première intention ? Alors, dans ces infections bactériennes, on va avoir évidemment besoin d'un antibiotique. Maintenant, il se trouve que concernant la chlamydiose, par exemple, la chlamydiose, c'est une maladie générale. Le chat porte des bactéries dans son appareil urogénital, notamment, donc il va être capable d'excréter des chlamydia dans son environnement par ses urines. Et du coup, ces infections-là méritent un traitement par voie générale, même si le chat ne présente que des signes oculaires. Sinon, il restera porteur, il continuera à transmettre la bactérie via son environnement, et on s'en sortira jamais parce il continuera à la transmettre à ses congénères, il sera capable également de faire des rechutes. Et du coup, cette antibiothérapie sur ces infections bactériennes, c'est une antibiothérapie générale. Alors en général, on a recours au tétracycline, à la doxycycline essentiellement, par voie orale. On essaye de traiter tout l'effectif, d'ailleurs, dans ces cas-là, puisque tous les chats de la maison sont suspectés être porteurs. Et concernant le traitement sur l'œil, on peut dans certains cas utiliser un antibiotique topique, donc sous forme de collyre ou de pommade en l'occurrence, au chloramphénicol, avec une tétracycline éventuellement, mais on peut très bien se contenter de ne mettre sur l'œil qu'un lubrifiant, un cicatrisant qui va permettre de soulager la muqueuse le temps que l'infection disparaisse, mais on pourra pas dans les deux cas, on ne pourra pas s'affranchir du traitement par voie générale. Quelle durée de traitement général tu préconises dans ce genre d'infection ? Alors, ce sont des infections qu'on va traiter par des antibiotiques qui ont une particularité, c'est que ce sont des bactériostatiques. Ce ne sont pas des antibiotiques qui tuent les bactéries, ce sont des antibiotiques qui vont ralentir leur multiplication, et ensuite c'est le système immunitaire qui va devoir venir passer la deuxième lame et donc tuer ces bactéries dont on a ralenti la croissance. Du coup, dans ce genre de situation, avec ce type d'antibiotiques, les traitements sont nécessairement plus longs, puisque le temps nécessaire à se débarrasser de nos bactéries va être plus long forcément, et en général, le minimum absolu dans une chlamydiose devrait être de traiter pendant 2 semaines, et idéalement plutôt 3, si ce n'est 4. Voilà, pour être certain de faire le ménage, en fait, et de venir traiter notre appareil urogénital, où parfois les antibiotiques ont un peu de mal à atteindre la bactérie, qui est une bactérie intracellulaire pour la chlamydia,
Et justement, ça va nécessiter des traitements suffisamment longs. On va traiter au-delà de la disparition des symptômes pour être sûr d'avoir bien tout nettoyé. Et pour les mycoplasmes ? Pour les mycoplasmes, très souvent, à moins d'avoir fait des examens complémentaires, on ne fait pas la différence cliniquement avec les chlamydioses, puisque les signes cliniques sont pratiquement les mêmes. Donc, on peut avantageusement ne pas faire la différence entre les deux et traiter l'un comme l'autre de la même manière. Si on a vraiment mis en évidence un mycoplasme, on sait que là, pour le coup, l'infection est vraiment à la surface de la conjonctive et on peut se contenter d'un antibiotique topique, c'est-à-dire une pommade antibiotique, chloramphénicol ou oxytétracycline, et on peut éventuellement faire l'impasse sur le traitement par voie générale. Et là aussi, un lubrifiant, un cicatrisant de la muqueuse va permettre de faire en sorte que la conjonctive récupère le plus correctement possible et soit dans le meilleur état possible sur le long terme. T'as une seconde, Franck? Désolé, Cam, mais je suis à la bourre, mon vol parle. Ah! Chien sans collier appelle la fourrière! Souvent, j'ai des réflexions des vétérinaires qui me disent « mais c'est une inflammation, alors pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas d'anti-inflammatoire par voie locale ?» Alors, c'est une inflammation, mais qui est pas si importante que ça, finalement. On parlait du chémosis, qui est plus un gonflement qu'un phénomène vraiment inflammatoire sévère. On n'est pas obligé de mettre un anti-inflammatoire sur un phénomène infectieux qui, secondairement, provoque une inflammation. Très souvent, quand on a une infection cutanée, par exemple, ce que j'explique à mes référents, on donne éventuellement un tout petit peu d'anti-inflammatoire au début pour soulager, mais en général, après, on se contente des antibiotiques pour ne pas perturber le fonctionnement de ceux-ci, et également parce que ça permet de surveiller et de vérifier que la situation s'est bien améliorée. Et si la situation s'est bien améliorée, c'est vraiment du fait des antibiotiques et pas de quelque chose d'autre qui viendrait nous masquer l'avancée de la guérison. Et surtout aussi pour les anti-inflammatoires stéroïdiens, vraiment, ils peuvent perturber aussi le système immunitaire. Et comme tu le disais, dans certains cas d'affection, même bactérienne, finalement, c'est le système immunitaire qui va finir par éradiquer les germes. Bien entendu, et puis on y reviendra certainement plus tard, mais utiliser des corticoïdes à la surface de l'œil d'un chat, à part dans certains cas très particuliers, c'est très souvent une fausse bonne idée. Ça part d'une bonne intention, on a une inflammation, on met un anti-inflammatoire dessus. Jusque-là, ça semble logique, ça marche très bien éventuellement au début, mais on court de gros risques, notamment de venir réveiller un virus de l'herpès latent, endormi entre guillemets, et de venir créer une flambée virale, et on risque d'avoir des problèmes plus importants derrière. En général, on le regrette. Tu me fais ma transition, c'est parfait. Concernant l'herpès, toi, comment est-ce que tu vas aborder la prise en charge thérapeutique de cet herpès virus ? Alors, la première chose, c'est que quand on voit un chat pour des lésions qui sont liées au virus de l'herpès, il est très important de bien discuter avec les propriétaires, de bien leur expliquer comment fonctionne un herpès virus, de leur expliquer qu'il y aura un portage chronique, que leur chat est certainement porteur depuis tout petit, comme une grande majorité des chats, et que on ne va pas le guérir de son herpès. On va faire en sorte que les anomalies qui sont liées à ce virus soient les plus acceptables possibles, cette fois-ci et sur le plus long terme, puisqu'il y aura certainement des rechutes. Il faut vraiment prendre en comparaison nos herpès. Une fois qu'on l'a, on le garde, et après on va l'exprimer plus ou moins fort. Certaines personnes vont avoir un bouton de fièvre 3 fois dans leur vie, des gens vont avoir des lésions nerveuses très douloureuses, comme des zonas par exemple, puisque la varicelle c'est un herpès virus également. Et donc il faut bien faire la distinction entre le traitement de la crise, c'est-à-dire améliorer la situation actuelle, et le traitement de fond, c'est-à-dire comment je vais faire pour que cet herpès soit le plus calme possible et embête le moins possible mon chat sur le long terme. Le traitement de la crise, la plupart du temps, quand la crise est suffisamment sévère, c'est-à-dire notamment quand la crise concerne la cornée, ou quand la crise concerne que la conjonctive, mais que cette crise est suffisamment sévère, suffisamment douloureuse et intense, on va pouvoir utiliser des antiviraux. Alors, c'est très important, ces antiviraux, ce sont des médicaments qui sont précieux, ils sont sensibles, il en existe très peu, ce sont tous des médicaments pour humains, et il n'y a pas d'antiviral vétérinaire, malheureusement encore aujourd'hui. Et ces antiviraux ont quelques particularités. La première, c'est qu'ils ne détruisent pas les virus, là aussi, comme les antibiotiques dont on parlait tout à l'heure, ils ralentissent leur multiplication. Et en fait, comme avec des antibiotiques, on va pouvoir avoir dans certains cas des résistances
qui vont se développer dans certaines souches virales si on n'utilise pas ces antiviraux de manière appropriée, si on les utilise pas au bon rythme, à la bonne dose, pendant les bonnes durées. Et il est très important de les utiliser vraiment à bon escient, quand ils sont vraiment justifiés. Un antiviral, ça se mérite, ça ne s'utilise pas au pifomètre dès qu'on a un doute, et surtout ça s'utilise vraiment dans les règles de l'art, sans essayer de modifier les façons de faire pour que ce soit plus pratique, parce que on va en mettre un peu moins souvent, ou on va pas baisser les quantités pour que ce soit moins cher. On se permettrait pas de le faire avec un antibiotique, on le fera pas avec un antiviral. Donc en crise, on va pouvoir utiliser ces antiviraux qu'on a la chance d'avoir, et on va utiliser là aussi des cicatrisants, donc des lubrifiants en général qui contiennent de l'acide hyaluronique, qui vont avoir des effets mécaniques et des effets cicatrisants sur la muqueuse de la conjonctive. Et donc ensuite, on va parler du traitement de fond. Donc on va pouvoir, chez ces chats qui ont des crises très fréquentes et très sévères, continuer à utiliser ces lubrifiants de manière continue. C'est pas du tout gadget, on sait que ce sont des produits qui ont vraiment un intérêt, qui sont documentés. On va vacciner ces chats-là systématiquement, même si ce sont des chats d'intérieur. Le vaccin n'est pas là pour les empêcher d'attraper l'herpès, il est là pour limiter la fréquence et la gravité des signes. C'est le meilleur traitement de fond. Et puis par ailleurs, alors personnellement je m'en sers un peu moins, mais ça a quand même un intérêt. Bretelles et ceintures, si on veut faire encore quelque chose de plus, on peut utiliser de la lysine par voie orale, qui se trouve sous forme de complément alimentaire. Cette lysine, c'est un acide aminé qui, quand on le rajoute dans l'alimentation, va ralentir la multiplication de l'herpès virus chez le chat, et on peut l'utiliser là aussi de manière continue pour limiter la fréquence et la sévérité des crises. En cas d'herpès virose, quand tu vas utiliser un traitement antiviral, comment est-ce que tu vas choisir ton traitement, s'il va être topique, général ou les deux associés? Alors, on a peu d'antiviraux, comme je disais, et les deux principaux qu'on utilise sont un antiviral qui est sous forme topique, donc qui est un gel ophtalmique, qui a l'avantage d'être peu coûteux, qui a le gros inconvénient de devoir être utilisé souvent dans la journée. C'est-à-dire qu'a priori, moins de 4 ou 5 fois par jour n'a pas un intérêt énorme, parce qu'en fait, cet antiviral, quand on le met à la surface de la cornée, il va tenir une grosse demi-heure. Et si j'en mets 2 fois par jour, 2 fois 30 minutes par jour, je vais interdire à mon virus de se multiplier, mais les 23 heures restantes, il va pouvoir se multiplier de manière habituelle. Donc en fait, l'intérêt sera très limité, et je vais juste favoriser des résistances. Donc si les gens sont disponibles pour utiliser ce traitement de manière très régulière dans la journée, c'est une bonne solution. Si les gens ne sont pas suffisamment disponibles, l'alternative, c'est le traitement par voie orale avec le pemcyclovir, qui est un médicament pour humains, là aussi, qui va être sous forme de comprimé, qui a un gros avantage, c'est qu'il va pouvoir rester pendant plusieurs heures dans les larmes. Quand on donne un comprimé, on la coupera. Ouais. Donc, quand on donne un comprimé le matin et un comprimé le soir, on a 2 fois 6 heures de contact pratiquement entre les larmes, le médicament et le virus. Donc c'est très séduisant. L'inconvénient, c'est que ce médicament doit être transformé par le foie, et le foie du chat fait très mal ce travail, ce qui fait qu'un chat de gabarit ordinaire va consommer la même quantité de médicaments qu'un humain, et ça peut coûter très cher, c'est-à-dire 200, 300 € selon le poids du chat pour un traitement de 3 semaines, et ça peut là aussi être un frein. Donc en fait, ce sera un compromis entre la disponibilité des propriétaires, le caractère du chat, qui peut très bien mieux tolérer les comprimés ou le gel, et le budget disponible. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait des examens complémentaires que si on en a besoin, parce que ce budget, peut-être qu'il vaudra mieux le mettre dans le traitement finalement. Et le pemcyclovir, toi, tu le recommandes aux posologies recommandées dans la littérature, à savoir 90 mg par kilo, ou est-ce que Oui, je l'utilise à 90 mg kilo, matin et soir, pendant 3 semaines au moins. Et je l'utilise jusqu'à amélioration des symptômes et un peu plus longtemps, exactement comme on fait avec un antibiotique dans une infection cutanée profonde, par exemple. Et quand on l'arrête net, surtout pas de manière dégressive, exactement comme on fait avec un antibiotique.
Dans la littérature, on propose aussi parfois de le faire à 40 mg kilo 3 fois par jour, ce dont j'ai pas l'expérience, parce que finalement je suis un garçon assez fainéant, et je trouve qu'administrer un traitement 2 fois par jour à son chat, pour des gens qui travaillent, qui sont pas forcément disponibles, c'est déjà pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on fait de Doug? Il a perdu l'oiseau. Mettez-lui l'entonnoir de la honte. Et la clé, moi je pense de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a une médecine qui évolue, c'est le travail de Lionel Sebag qui a publié au dernier congrès de la CVO une étude sur le fameux cyclovir par voie topique. Alors gros avantage, c'est qu'apparemment 2 applications quotidiennes pourraient suffire pour gérer un herpès. Inconvénient pour les Français, c'est que malheureusement ce médicament n'est pas disponible en France, mais dans beaucoup d'autres pays en dehors de la France. Voilà. Donc oui, j'ai vu passer l'étude. Évidemment, nous n'y avons pas accès. Maintenant, ce sont des choses qui peuvent changer. La distribution des médicaments n'est pas quelque chose de figé, mais c'est vrai qu'en l'état, c'est pas quelque chose qu'on peut proposer aujourd'hui à nos propriétaires. Ouais. Et du coup, le chat qui fait son herpès, on est d'accord, il reste atteint même après le traitement. Oui, bien sûr. Et donc, c'est le gros enjeu. Il faut absolument bien faire passer ce message-là dès la première consultation relative à l'herpès, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas non plus d'abandon. Il faut pas baisser la garde. On sait qu'on a un chat qui est malade, qui est susceptible de ravoir des crises dans le futur, qui peuvent donner des lésions qui sont redoutables dans certains cas. Et c'est un vrai travail d'éducation. Il faut absolument que les gens gardent conscience que leur chat restera porteur, mais qu'on ne pourra pas le laisser sous antiviral non-stop toute sa vie, parce qu'il n'y a pas du virus en permanence à la surface de l'œil, parce que ça aurait trop d'inconvénients. Sans parler du coût ou de la faisabilité, c'est une source de sélection de résistance qui est énorme, et donc il va falloir vraiment leur expliquer comment on va raisonner ces traitements-là. Comment est-ce que toi, tu conseilles de gérer ces infections dans les communautés de chats? On a souvent des associations ou des pensions félines qui vont être malheureusement, en fait, du fait de mélange, de brassage d'animaux polyinfectés avec de l'herpès, de la chlamydiose, du mycoplasme. Comment est-ce que toi, tu conseilles de faire dans ce genre de groupes sociaux, on va dire? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on ne pourra pas blanchir notre élevage ou blanchir notre chatterie, quelle qu'elle soit, de ce genre de choses. On pourra éventuellement se débarrasser des bactéries en traitant tout l'effectif, comme on le disait tout à l'heure. En revanche, on ne pourra jamais se débarrasser de l'herpès. J'adorerais être capable de produire, par exemple, des chats persans certifiés indemnes d'herpès, ce serait formidable, mais malheureusement, en l'état actuel des choses, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas dépister l'herpès latent, c'est-à-dire qu'un chat qui n'a pas de signe oculaire, qui n'a pas de signe clinique à l'instant T, on ne peut pas lui faire, si on lui fait une PCR un peu au hasard, cette PCR a toutes les chances d'être négative. Et pourtant, rien n'empêche que mon chat héberge quand même du virus, comme une grande partie des chats. Et ce chat, tout ce que je suis capable de lui faire, c'est le vacciner pour qu'il exprime le moins possible ce virus, pour qu'il ait le moins de symptômes possible, mais aussi qu'il soit le moins contaminant possible pour les autres chats qu'il rencontrera. Mais néanmoins, il n'y aura jamais de certitude absolue là-dessus. Quand un jeune chat va être atteint d'herpès, ça peut se compliquer d'inflammation vraiment très importante et terminer avec ce qu'on appelle un symblepharon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un symblepharon ? Alors, le symblepharon, c'est un ensemble de séquelles d'une primo-infection par l'herpès, donc d'un premier contact entre le chaton et le virus, qui va être plus violent, plus sévère que chez la majorité des chats. Et cette inflammation sévère de la conjonctive et de la cornée va se manifester par la suite par des adhérences, en fait, entre des différentes portions de la conjonctive, ou entre la conjonctive et la cornée. Et donc ces lésions, ces soudures qui vont se faire entre ces différentes structures qui normalement devraient être libres, vont avoir des implications différentes selon la position de ces adhérences. On a parfois des zones sur lesquelles on va avoir de simples petits cul-de-sac qui se forment dans les conjonctives, ce qui est parfaitement négligeable et très bien toléré par le chat. Et on va avoir dans certains cas des situations terribles avec une cornée complètement recouverte d'une conjonctive qui va être des fois très opaque, voire noirâtre, et qui va complètement oblitérer la transparence et qui va empêcher la vision. Ce sont des lésions qui peuvent être extrêmement invalidantes pour un chaton, et une fois qu'elles sont en place, elles n'évoluent plus, et notre chat va pouvoir conserver ses lésions toute sa vie avec tous les inconvénients qui vont avec. Il faut que tu aies confiance en moi.
Qu'est-ce que tu préconises de faire du coup, quoi, quand tu vas voir un chaton avec un sablé-faron? Est-ce que tu réalises systématiquement des opérations? Ou est-ce que tu fais des suivis? Tu vois l'évolution? Alors, en général, ce qui est important avec un sablé-faron, c'est de bien faire le bilan des lésions, c'est de bien regarder précisément comment ce sablé-faron se positionne, à quel point il va poser problème en termes de mécanique des paupières, en termes d'écoulement des larmes et en termes de manque de transparence. Si ce sablé-faron gêne peu le chaton, en principe il est négligeable et on va pouvoir le laisser sans inconvénient. Si ce sablé-faron est très invalidant et qu'on a un chaton qui ne voit pratiquement rien à travers, par exemple, il est très tentant d'aller faire une chirurgie dessus pour essayer de supprimer ses adhérences, supprimer cette conjonctive qui est mal positionnée, ou en tout cas essayer de la repositionner différemment pour récupérer une anatomie plus proche de la normale. Le gros inconvénient, c'est que ces chirurgies-là sont parfois assez décevantes. En fin de chirurgie, c'est souvent magnifique. On est très content de soi, on prend de très belles photos qu'on est très content de montrer aux gens. Mais il y a une inflammation qui se développe en général dans les jours suivants. Et il arrive dans certains cas qu'on se retrouve pratiquement au point de départ, ce qui est très très désagréable. Et qu'il faut ensuite justifier auprès des propriétaires en leur disant on a fait ce qu'il fallait, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Alors il y a un certain nombre d'astuces qui permettent d'améliorer les résultats de ces chirurgies-là. Jusqu'à il y a quelques années, on avait accès à un médicament de chimiothérapie pour humains qui était la mitomycine C, qui permettait de limiter les adhérences dans les jours suivants. Ça se faisait très bien, ça se faisait dans le courant de la chirurgie, ça n'avait aucun inconvénient, à part le fait qu'il fallait se procurer le médicament. Mais aujourd'hui, en principe, on n'y a plus accès. Et depuis que ce médicament ne nous permet plus de venir adjuver la chirurgie, les résultats sont beaucoup moins sympas. Alors il existe quand même des astuces qui améliorent la situation. On peut utiliser des lentilles pansements, résorbables ou non, qu'on peut imbiber de certains médicaments, d'anti-inflammatoires par exemple, et ça donne quand même des résultats qui sont un peu plus acceptables, un peu moins décevants. Et même si on a un résultat qui n'est pas exactement ce qu'on voulait, dans certains cas, si on part d'un sablé-faron très très important et d'un chat qui était vraiment extrêmement gêné, si on récupère une transparence qui est pas parfaite, mais qui est tout de même largement mieux que la situation de départ, il y a un bénéfice pour le patient, et à partir de là, il ne faut pas regretter de l'avoir fait. En partant du principe que le sablé-faron est forcément associé avec un herpès virus, est-ce que toi tu conseilles de mettre en place un traitement antiviral préventif pendant l'opération, après l'opération? Alors pas nécessairement, puisqu'en fait ce sont des lésions qui sont des cicatrices, qui sont des séquelles d'une infection passée, et du coup il n'y a pas forcément de flambée de virus à ce moment-là. Alors, on pourrait le faire dans le doute, mais jusque-là, a priori, rien ne prouve que ça fasse vraiment une différence sur la cicatrisation de ces plaies-là, à ma connaissance. Et au-delà de ces conjonctivites qui sont d'origine infectieuse, est-ce que chez le chat, il y a des conjonctivites qui n'ont pas du tout d'origine infectieuse, et comment est-ce qu'on les prend en charge? Alors, il existe des conjonctivites qui sont pas infectieuses, qui sont dues à des allergies, par exemple, comme dans la plupart des espèces. Et il existe des conjonctivites qui sont la conséquence d'autres anomalies oculaires. Quand on a une anomalie de l'anatomie des paupières, par exemple, une agénésie de la paupière, c'est-à-dire un bord de paupière qui s'est pas formé, quand on a un anthropion, c'est-à-dire une paupière qui est mal positionnée et qui va créer un frottement sur l'œil, par exemple, on aura une conjonctivite, mais cette conjonctivite, elle sera secondaire à un autre phénomène qu'on va identifier pendant notre examen. Et du coup, traiter cette conjonctivite seule n'a pas un grand intérêt. On va traiter sa cause favorisante. Ça peut être une chirurgie, notamment dans ces situations-là. Et dans ce genre de situation, souvent le simple fait de régler le problème mécanique va permettre d'améliorer aussi fortement la conjonctivite, qui aura peut-être pas besoin d'être traitée à son tour. Est-ce qu'il y a des anomalies aussi congénitales qui peuvent être mélangées? Alors moi, souvent, j'ai cet exemple de vétérinaires qui adressent des sablés-farons qui, en fait, finalement, sont des agénésies palpébrales. Alors ces agénésies palpébrales, finalement, je trouve qu'on les voit pas si souvent que ça, mais quand on les a, c'est vrai qu'elles sont souvent très gênantes pour le chat. On les différencie très bien cliniquement du sablé-faron, et ce sont des anomalies qui se traitent chirurgicalement de manière très satisfaisante.
Et au-delà de la conjonctive, est-ce que la cornée peut également être atteinte lors de ces conjonctivites chez le chat? Oui, alors justement, ça va être un élément différenciant entre les différents agents pathogènes, puisqu'on a tendance en général à considérer que l'herpès est responsable de lésions cornéennes, souvent des lésions cornéennes qui en plus sont très caractéristiques. Certains ulcères notamment n'existent quasiment que dans l'herpès chez le chat. Des ulcères qui suivent le trajet des fibres nerveuses de la cornée, par exemple, ils sont assez particuliers. Pour les vétérinaires qui nous écoutent, ce sont les fameux ulcères dendritiques qui sont pas toujours évidents à voir, qui sont de petits ulcères linéaires. Ils suivent directement le trajet de la fibre nerveuse. C'est très joli d'ailleurs. Et ça fait forcément très mal, même si les chats s'en plaignent peu, puisque le virus se balade directement dans la fibre nerveuse à travers la cornée. A contrario, on considère que dans l'immense majorité des cas, les bactéries dont nous avons parlé ne provoquent pas de lésion de la cornée et se cantonnent à la conjonctive. Et lorsque la cornée est atteinte, est-ce que ça peut dégénérer dans des lésions en fait qui sont encore plus graves et qui peuvent même menacer la transparence de l'œil, voire même l'intégrité de l'œil? Alors oui, bien sûr, d'abord parce que nos lésions d'herpès, tous les ulcères que l'herpès va favoriser, peuvent se surinfecter. Par exemple, une surinfection bactérienne sur un ulcère, c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui fréquemment peut nécessiter une chirurgie. Et chez le chat, on a une particularité qui est le fameux séquestre félin, qui en gros est la principale complication, la plus grave, en tout cas la plus redoutable, des kératites liées au virus de l'herpès. C'est quelque chose qui a un aspect au départ de simple coloration marron ambrée à la surface de la cornée. Parfois on est capable de le remarquer dès ce stade-là, mais très souvent on s'en rend compte quand c'est quelque chose de plus intense. Et on a une croûte marron qui se forme à la surface de la cornée, souvent dans le lit d'un ulcère qui traînait. Et cette coloration marron devient de plus en plus dense, de plus en plus profonde, de plus en plus large, et finit par faire une croûte épaisse qui peut se désolidariser de la cornée, tomber comme un bouchon de champagne et créer une plaie profonde, voire perforante. Alors, l'herpès n'est pas la seule cause de ce séquestre. C'est une maladie, c'est un phénomène qui est polyfactoriel. L'herpès est un gros facteur de risque pour ce genre de choses, mais c'est la résultante de tout ce qui va créer une irritation permanente, chronique de la surface de la cornée. Une cornée qui va souffrir pendant des mois, pendant des années, de l'herpès, d'une qualité ou d'une quantité de larmes anormales, de paupières mal positionnées, d'un œil trop exposé, chez les chats qui ont le museau écrasé par exemple, comme nos persans, nos exotiques. Cette cornée qui est en souffrance permanente est plus susceptible de fabriquer cette fameuse lésion, qui est également des facteurs génétiques, semblerait-il, et qui est quelque chose de toujours grave. On trouve ça pratiquement que chez le chat, il y a quelques cas très rares décrits chez le chien, mais c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au chat et qui est un grand classique qu'on rencontre toutes les semaines en consultation de référé. Et particularité justement aussi, donc tu le soulignais chez les persans, cette lagophtalmie un peu qu'ont les persans, qui sont un peu nos bulldogs chez le chat, ils ont tendance à développer des séquelles qui malheureusement sont en plein milieu de la cornée et donc vont altérer aussi la vision de l'animal. Lorsqu'on va les traiter chirurgicalement, quelle technique toi tu vas avoir tendance à préférer pour essayer de maintenir le plus de vision possible pour ces animaux? Voilà. Alors déjà une première chose, c'est que sauf exception, les séquestres sont toujours ou pratiquement toujours passibles d'une chirurgie. Ça sert à rien d'attendre quand on diagnostique un séquestre, il va pas guérir tout seul, c'est rarissime, c'est réservé à des cas très particuliers et plus vite on va traiter ce séquestre, plus on va pouvoir obtenir quelque chose de satisfaisant et moins on va faire une chirurgie agressive. Un séquestre qu'on prend très rapidement va peut-être pouvoir être l'objet d'une chirurgie très superficielle et un séquestre qu'on a laissé évoluer, quand on va le retirer, va laisser une plaie très profonde, voire à la limite de la membrane de Descemet, c'est-à-dire de la couche la plus interne de la cornée, et on va devoir se retrouver à faire des chirurgies de comblement qui vont être beaucoup plus périlleuses, qui vont être beaucoup plus agressives. Et effectivement, un des enjeux, ça va être de récupérer sur ces yeux un maximum de transparence, puisque d'abord ce sont des séquestres qui la plupart du temps sont centrocornéens, comme tu le disais,
Et il n'est pas question de sacrifier trop de transparence sur l'œil en question, puisque il est possible que le deuxième œil finisse par être touché. Donc il est toujours préférable de préserver un maximum de transparence. Donc il y a des solutions qui sont variables selon la profondeur du séquestre. Le plus élégant, c'est d'essayer d'obtenir une transparence parfaite. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. On peut faire des autogreffes cornéennes chez le chat, des autogreffes lamellaires qui fonctionnent très bien, à condition qu'on ait la place de prélever un greffon. Si le séquestre est trop grand, on n'aura pas la place de faire deux prélèvements sur le même œil, celui de la zone qu'on va retirer et celui de la zone dans laquelle on va prélever un nouveau greffon. On peut dans certains cas faire des transpositions cornéosclérales qui sont en fait des techniques d'avancement, un peu comme des lambeaux de glissement sur la peau, sauf que ça va concerner la cornée et la conjonctive. Donc là aussi, on récupère de la cornée qui est un peu plus périphérique pour venir l'avancer dans la lésion centrale. Ça fonctionne plutôt bien, c'est joli et c'est faisable dans un certain nombre de cas. Sur certaines situations, on ne pourra pas faire ce genre de choses, on sera obligé de sacrifier un peu de transparence, et là on pourra faire des greffes différentes avec des biomatériaux, par exemple de la membrane amniotique, des disques de collagène chirurgical, puisque l'essentiel de l'épaisseur de la cornée est faite de collagène. Et dans certains cas, dans certaines races, chez le sphinx notamment, où il faut l'admettre, beaucoup de choses ne marchent pas aussi bien que chez les autres, on va accepter dans certains cas de sacrifier un peu de transparence en venant greffer de la conjonctive, mais une conjonctive la plus fine possible à la surface de la cornée, pour apporter de la vascularisation de manière durable, qui va permettre d'aider à la cicatrisation et qui va permettre de plus avoir une vraie surface cornéenne, mais en fait une surface de conjonctive en plein milieu de notre cornée, qui va avoir l'avantage d'être un peu plus solide, de mieux résister aux sollicitations mécaniques, à l'irritation, mais qui va avoir l'inconvénient de nous faire perdre un peu de transparence. La chirurgie, la médecine, c'est toujours une affaire de compromis. Il est con ce chien là. Miam miam, Didier. Il y a plus de 15 ans, quand j'ai fini mon CS d'ophtalmologie à Toulouse, on nous conseillait de faire systématiquement des greffes conjonctivales pédiculées. Alors, mis à part le sphinx dont tu nous as parlé là tout à l'heure, est-ce que toi, tu penses que la greffe conjonctivale, le lambeau conjonctival pédiculé a encore une indication dans le traitement du séquestre cornéen félin ? Alors oui, parce que dans certains cas, on a des chats chez qui tout est décevant, rien ne marche, et on a parfois des chats qui vont faire des séquestres à répétition. C'est-à-dire que ces séquestres qu'on va très bien traiter chirurgicalement vont nous donner pleine satisfaction. On a une superbe cicatrice, le chat va mieux, c'est formidable, merci docteur. Mais tous les facteurs de risque de ce chat vont rester. Il reste porteur du virus de l'herpès, il garde son anatomie qui n'est pas normale. Et du coup, cette irritation de la cornée, elle persiste, et du coup, certains chats vont pouvoir faire des séquestres à répétition. Et quand on a un chat qui fait un séquestre, 2 séquestres, 3 séquestres, et que ça devient ingérable et incessant, on peut décider là aussi de guerre lasse de sacrifier un peu de transparence pour avoir la paix, pour pas opérer son chat 50 fois, parce qu'il prend de l'âge, parce qu'il ne se laisse plus bien faire, parce qu'il y a une lassitude du propriétaire aussi, qui peut être compréhensible, et donc dans d'autres races, on va pouvoir dans certains cas proposer ça tout de même, parce que c'est parfois là aussi le meilleur compromis. Voilà. Mais c'est quelque chose que je fais rarement de première intention tout de même. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'utilisation des stéroïdes topiques qui étaient relativement, même strictement contre-indiqués lors des conjonctivites et kératoconjonctivites félines. Est-ce qu'il y a une entité qui nécessite à l'inverse uniquement l'utilisation de ce traitement-là ? Oui, alors chez le chat, il y a une autre kératite qui est assez particulière, qu'on retrouve de manière un peu différente chez le cheval, qui est la kératite éosinophilique. Les chats ont beaucoup de maladies sur différents organes qui sont liées à des dérèglements du fonctionnement des éosinophiles, qui sont une population de globules blancs,
qui sont impliqués dans certains phénomènes parasitaires, certains phénomènes allergiques, et les chats sont susceptibles d'avoir des envahissements de granulocité eosinophile dans certains tissus, et dans la cornée notamment, où ça va se manifester par l'envahissement de la cornée depuis le limbe, donc depuis la limite entre le blanc et la cornée, par un tissu inflammatoire, des fois très dense, très douloureux, très sévère, et un tissu inflammatoire qui est rosâtre avec des zones blanchâtres, nécrosées dessus. Et ce phénomène, dont on ne connaît pas exactement tous les mécanismes, il a certainement un lien tout de même avec l'herpès, a priori, et cette maladie-là, par contre, justifie qu'on utilise des anti-inflammatoires et donc des corticoïdes directement sur la cornée. C'est certainement la seule indication vraiment évidente des corticoïdes topiques sur la cornée ou sur la conjonctive d'un chat. Voilà. Puisque rien d'autre ne marche réellement, c'est là aussi une maladie qui est douloureuse et qui est invalidante et qu'il faut traiter. Alors là aussi, on est un peu sur le fil du rasoir. On sait que ces chats sont susceptibles, avec les corticoïdes, de développer une poussée d'herpès dans la foulée du traitement, mais malheureusement, il faut bien faire quelque chose. Et donc, on essaye de gérer tous les phénomènes ensemble. Voilà. Et vu que c'est une pathologie qui est une pathologie dysimmunitaire, est-ce que tu peux recommander l'utilisation d'immunomodulateurs comme la cyclosporine ? Alors, comme beaucoup, j'ai essayé de l'utiliser sur ce genre de maladie. C'est très efficace dans beaucoup de maladies dysimmunitaires de la cornée dans les autres espèces. En revanche, sur la kératite éosinophilique du chat, dans mon expérience, c'est assez décevant. C'était pourtant séduisant. On peut même utiliser dans certains cas des implants épiscléraux de cyclosporine qu'on positionne chirurgicalement dans la conjonctive, qui délivrent du médicament pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et malheureusement, ça semble pas suffisant pour contrôler ces kératites éosinophiliques. L'inflammation reste très importante dans ces cas-là et on a besoin d'avoir recours aux corticoïdes quand même. Donc malheureusement, on peut difficilement utiliser quelque chose de moins problématique que les corticoïdes. Dans mon expérience, je ne sais pas quelle est la tienne sur le sujet. Bah, moi, l'utilisation que je fais essentiellement des implants, enfin de la cyclosporine dans ces indications-là, c'est typiquement le chat qui ne se laisse pas traiter, et je dirais c'est le dernier recours, et je propose l'implant sous-conjonctival. On a souvent des affections qui sont unilatérales, donc ça permet de traiter pour un cours relativement restreint. Pour l'instant, j'ai une dizaine de cas en fait en étude. Sur les 10 cas, malheureusement, il y a à peu près, on est à 50% de résultats relativement positifs, mais pas exceptionnels, et moitié des cas en fait qui sont clairement mauvais, où on a l'impression qu'on n'a rien changé du tout. Ouais. Disons que ce sont des chats, alors j'en ai quelques-uns puisque comme j'aime beaucoup ces implants de cyclosporine qui simplifient énormément l'observance, j'ai quelques chats sur lesquels justement je m'étais lancé, des chats qui étaient plutôt indociles en général, sur lesquels on ne pouvait pas demander aux gens de venir régulièrement faire des injections sous-conjonctivales par exemple, ou sur lesquels on ne pouvait absolument pas demander aux gens de mettre des médicaments sur l'œil tous les jours. Mais j'admets que c'est assez décevant pour l'instant, et ce sont des chats qui on a besoin quand même régulièrement de faire des injections sous-conjonctivales de corticoïdes pour calmer la maladie de manière plus efficace. Voilà. Et dans quel cas, toi, en fait, tu pérennises le traitement en général à base de corticoïdes, ou est-ce que tu as tendance à le faire uniquement lors des rechutes? Tu inities un traitement d'une certaine durée et ensuite tu l'interromps? Alors, j'admets que j'ai une grosse tendance à utiliser les injections sous-conjonctivales. Je sais que c'est pas forcément une opinion qui est partagée de tous. J'aime beaucoup ça parce que ça a le mérite de simplifier les choses pour les gens. On parle de maladies chroniques, on parle de maladies qu'il va falloir traiter toute la vie du chat, plus ou moins, et tout ce qui va pouvoir simplifier la vie, simplifier l'observance, c'est bon à prendre. Donc, quand on le fait sous forme d'injection, on fait l'injection quand le chat est en crise, quand le tissu inflammatoire commence à réenvahir de manière vraiment importante la cornée. Les gens sont rodés, ils savent en quoi ça consiste, ils sont capables d'identifier le bon moment pour le faire, et donc en fait on revoit les chats à la demande pour refaire ces injections. C'est parfois tous les 6 mois, c'est parfois tous les 12 mois. C'est entre guillemets aussi peu souvent que possible, mais autant que nécessaire. Et sinon l'alternative, c'est évidemment si on a des gens
très capables de le faire et des chats suffisamment très capables et suffisamment disponibles pour ça, et des chats qui sont là aussi dociles pour ça, on peut utiliser un collyre ou une pommade anti-inflammatoire topique qu'on va utiliser pendant plusieurs semaines jusqu'à vraiment résorption évidente de la lésion. Et ensuite, on essaye d'arrêter, là aussi, pour pas avoir une corticothérapie continue à la surface de l'œil, pour pas réveiller l'herpès qui dort. Et pour toi, c'est finalement c'est quoi l'avenir des traitements des kératoconjonctivites félines? Est-ce que c'est vraiment l'avancée de nouvelles molécules, ou plutôt l'orientation, comme avec l'implant dont on parlait juste avant, vers une meilleure observance grâce à des traitements pérennes qui, surtout chez le chat, qui est assez compliqué parfois à traiter, permettraient d'avoir une meilleure observance? Qu'est-ce que toi, tu aurais besoin de plus dans ton arsenal thérapeutique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un des enjeux, alors l'observance sera toujours un enjeu extrêmement important en médecine, et il faut vraiment jamais perdre ça de vue. Les antiviraux dont on dispose sont peu nombreux, ils ont des inconvénients, comme on le disait. On sera très content d'avoir de nouveaux antiviraux disponibles dans le futur qui permettront de réduire le coût ou qui permettront de réduire le nombre de prises quotidiennes. Ce serait déjà un progrès énorme. Et ensuite, évidemment, si on avait la possibilité... Pardon, bug. Tu voulais en venir où? Bah, moi, c'est juste de voir, en fait, s'il n'y a pas d'autres produits qui permettent, enfin, d'autres principes, justement. On parlait des implants. Est-ce qu'il n'y a pas des implants avec des antiviraux dedans, des choses comme ça qui pourraient être mises en place? Il y a des projets d'études, je pense, qui sont sans doute en cours autour de ça. Je pense que On a ça en Binger humain, et tout ça est en train de travailler dessus, je pense. Ou sur des formes longue durée, par exemple, pour, tu parlais des injections sous-conjonctivales, pour les kératites éosinophiliques, éventuellement avec des implants comme les implants à base de corticoïdes, en fait, qui peuvent être utilisés en humaine. Ok, on rate à coup. Bah, je repose la question si tu veux. On recommence. Et aujourd'hui, pour toi, quel est l'avenir au niveau de la thérapeutique autour des kératoconjonctivites félines? Est-ce que l'enjeu principal ne serait pas plus l'observance des traitements plutôt que la variété, en fait, des molécules disponibles? Alors, on parle encore une fois de maladies chroniques, de choses qu'il faudra traiter tout au long de la vie du patient, et l'observance, c'est un enjeu majeur. On parle de chats qu'il va falloir traiter toute leur vie. Il y a des contraintes financières, il y a des contraintes en termes de disponibilité, il y a des contraintes en termes de manipulation du patient, chez le chat en particulier. Et tout ce qui sera susceptible d'améliorer cette observance sera bon à prendre. On aura peut-être à un moment ou un autre des molécules des molécules qui auront un coût inférieur à celui qui est actuel à celui qu'on a aujourd'hui. On aura peut-être des molécules qui nécessiteront des traitements moins fréquents et moins contraignants. Et on aura peut-être des dispositifs, comme les implants de cyclosporine dont on parlait tout à l'heure, des dispositifs de ce style, qui permettront de délivrer d'autres médicaments. La faculté de Caroline du Nord, par exemple, fabrique des implants épiscléraux de cyclosporine, mais elle le fait déjà pour d'autres molécules, pour des antiglaucomateux notamment. Et il n'est pas exclu qu'un jour on puisse avoir un antiviral, sachant que avoir un antiviral qui diffuse, dans un dispositif qui le diffuse de manière continue, ou en tout cas pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est séduisant, mais il faut que ça pose d'un autre côté pas de problème en termes justement de résistance, de sélection de souches virales qui pourraient ensuite poser des problèmes. Voilà, on n'a pas de dispositif de délivrance d'antibiotiques pendant des mois ou des années. C'est également pour ces raisons-là. Voilà. Après, on pourrait très bien avoir des dispositifs de ce genre, des implants divers et variés, qui délivreraient d'autres anti-inflammatoires ou encore d'autres molécules de familles, de mécanismes qu'on n'utilise pas à l'heure actuelle chez le chat, mais qui servent à moduler l'immunité chez l'homme, par exemple. Et aussi à souligner, c'est pareil, c'était à Boston, à la CVO, il y avait une équipe mexicaine qui avait présenté, ça a déjà été étudié chez l'homme, toi qui aimes bien les injections sous-conjonctivales, un système d'encapsulation liposomale qui permettait justement de stocker et de faire une sorte de produit qui se délivrait vraiment sur du long terme. Alors on n'est pas non plus sur des mois et des mois de traitement comme avec les implants de cyclosporine, mais sur des durées qui sont plus importantes, permettant de limiter, je dirais, les interventions sur les chats.
Au niveau de l'ophtalmologie, donc tu as une grande expérience désormais en tant que vétérinaire aussi, et je vais te poser la dernière question que je pose à tous les intervenants. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter après tes nombreuses années en tant que vétérinaire? Alors une anecdote en particulier, sans plus, parce que c'est vrai qu'on voit tout un tas de choses qu'on trouve extraordinaires, cocasses, dignes d'être reportées. Et c'est vrai au fur et à mesure, elles finissent par nous filer entre les doigts et on les oublie. C'est un métier où on a la chance de faire beaucoup de rencontres, avec des gens très divers, et notamment avec les gens aussi qui font l'ophtalmologie humaine. C'est une discipline dans laquelle on peut avoir facilement des échanges, et ils sont souvent surpris et intéressés par ce qu'on est susceptible de faire chez l'animal. Ils sont toujours étonnés de ce qu'on arrive à mettre en place, et on a souvent des discussions qui sont assez constructives, qui sont assez sympas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très valorisant dans cette discipline. Après, si tu veux une anecdote, je sais pas si c'est la meilleure, mais quelque chose de récent, par exemple, et c'est ça qui est beau aussi dans la médecine vétérinaire, puisque on est des comparatistes, on traite des espèces qui sont très différentes. La semaine de Noël, à 48 heures d'intervalle, j'ai fait avec la même chirurgie de cornée, exactement sur un cobaye nu de 410 grammes, et sur le surlendemain, un trait ardennais d'une tonne, 1,50 kilos, quelque chose comme ça. Donc des échelles différentes, mais toujours les mêmes raisonnements et les mêmes règles de chirurgie. Et c'est ça qui m'éclate. Bon. Et ça sent vraiment quand t'en parles en fait que ça t'éclate, et c'était vraiment avec un grand plaisir que j'ai pu passer cette heure ensemble, où on a, je pense, convaincu les auditeurs de remettre en question un peu leur dogme, leur principe de traitement, les options thérapeutiques aussi, de connaître un peu tout ce qui peut se faire, et ne pas hésiter en fait à se former par différents moyens, dont le podcast, dont la lecture de revues vétérinaires, de participer à des groupes d'échange, etc. Et d'ailleurs, je tenais à te remercier pour l'activité que tu as au sein des différentes plateformes de partage de cas cliniques, surtout en ophtalmologie. Un grand merci pour ton intervention de ce soir, Davy. Je te remercie, et merci pour cette initiative. Encore une fois, tout ce qui a trait à la vulgarisation est quelque chose de très noble et qui mérite d'être valorisé. Je te remercie. À très bientôt. Salut. Aujourd'hui, on a vu avec Davy que les conjonctivites du chat ne sont pas si simples que ça à diagnostiquer, et encore moins à traiter. Un examen oculaire rigoureux est nécessaire pour identifier la lésion initiale. Les chats peuvent rester toute leur vie porteurs de l'agent causal responsable de leur conjonctivite, comme par exemple l'herpès virus félin, ou développer une immunité post-infectieuse trop brève, et donc à l'origine de rechutes et de réinfections fréquentes. La conjonctive forme une barrière protectrice entre l'environnement et le globe oculaire. Chez le chien comme chez le chat, contrairement à l'homme, elle est très peu exposée, ce qui nécessite une manipulation des paupières lorsqu'on veut examiner le tissu conjonctival. La conjonctive est fortement vascularisée, ce qui explique la couleur rouge dont elle se teinte lors d'irritation. Les conjonctivites se définissent comme des inflammations des conjonctives, s'accompagnant par un ou plusieurs autres symptômes qui ne sont pas spécifiques, comme l'épiphorat, chémosis, ulcération, hyperémie, blépharospasme, kératinisation ou encore pigmentation. L'évolution de l'affection après la mise en place d'un traitement spécifique ou la réalisation d'examens de laboratoire constituent des outils précieux pour le diagnostic. L'herpès virus, responsable de la rhinotrachéite féline, est un agent infectieux le plus souvent rencontré lors de conjonctivite féline infectieuse. La majorité des chats atteints guérissent sans séquelles, mais certains pourront souffrir d'une conjonctivite chronique ou récurrente. Des ulcérations conjonctivales peuvent provoquer des adhésions cicatricielles conjonctivo-conjonctivales, on parle de symblepharon. Une atteinte de la cornée peut être associée à la conjonctivite lors de réactivation virale chez l'adulte. Elle se caractérise par des signes inflammatoires, une néovascularisation, un œdème et une infiltration cellulaire. Des ulcères dendritiques sont quasi pathognomoniques d'une infection par l'herpès virus qui se propage le long des fibrilles nerveuses ramifiées. S'il atteint les couches stromales profondes, il peut provoquer la nécrose du stroma, également appelé séquestre cornéen. Le traitement de l'herpès virose est un traitement de soutien. Application d'un gel hydratant et lubrifiant, antibiotiques entopiques pour lutter contre les surinfections bactériennes. On réserve les thérapeutiques antivirales locales ou systémiques aux cas les plus sévères, avec atteinte respiratoire supérieure ou éventuellement des ulcères cornéens. Les antiviraux ne font que diminuer la charge virale, améliorant l'état clinique et réduisant l'excrétion virale, mais n'éliminent pas le virus de l'organisme. Des conjonctivites bactériennes sont également possibles
possible chez le chat. Le traitement local repose sur l'application de pommades à base de chloramphénicol ou d'oxytétracycline. Même si leur traitement est souvent efficace, les rechutes sont fréquentes à son arrêt. On y associe un traitement général à base de doxycycline à 10 mg par kilo par jour pendant au moins 3 semaines, ou d'amoxicilline et acide clavulanique chez les chatons afin d'éviter d'éventuels effets secondaires des tétracyclines. Tous les chats en contact avec l'animal infecté devront être traités pour éviter le phénomène de réinfection à partir d'un porteur sain qu'on appelle réservoir. Des causes non infectieuses peuvent engendrer des conjonctivites comme l'anthropion, la génésie palpébrale et certaines anomalies des annexes de l'œil. La kératite éosinophilique peut être unilatérale ou bilatérale chez le chat, souvent accompagnée de kératite ou de conjonctivite. Elle est fréquemment associée à la formation de nodules blancs ou de plaques en surface de la cornée. Son diagnostic repose sur l'aspect clinique caractéristique et la détection d'éosinophiles à la cytologie conjonctivale. Le traitement repose sur l'utilisation de corticostéroïdes topiques ou avec des immunomodulateurs qui sont malheureusement moins efficaces que la cortisone. En pratique, pour des raisons de coût, des examens complémentaires sont rarement entrepris lors de conjonctivite infectieuse féline. Une application de pommade à base de chloramphénicol en première intention est toujours efficace, quelle que soit la cause. S'il est un point à retenir chez le chat, c'est de ne jamais utiliser de pommade à base de corticoïdes en première intention à cause de la fréquence de l'herpès-virose féline. On se retrouve dans un mois avec le docteur Guillaume Payen qui nous parlera d'un autre phénomène inflammatoire fréquent chez le chat, ce sont les uvéites. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.